Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau numéro d'Isère Mag, le magazine qui met en son et en image le magazine papier. Pour ce 54e épisode, nous allons parler du budget 2026 du département avec Julien Paula. Il sera également question de ce beau bâtiment, vous le verrez dans quelques instants. Nous reviendrons aussi sur les travaux du nouveau pont de Brignoud. Pour se faire du bien, on ira visiter la fromagerie Baudet à Montferrat. Et puis on parlera culture, évidemment, avec un peu de bande dessinée. Le chantier du nouveau pont de Brignoud se poursuit. L'ouvrage permettra d'accueillir dans quelques mois les véhicules automobiles et camions, alors que l'ancien sera transformé en passerelle piéton et vélo. C'est du lourd aussi la raclette de la fromagerie Baudet à Montferrat. Leur spécialité au lait de chèvre a remporté à l'automne dernier le titre de champion du monde de la raclette. Des petites bubules du fromage fondu qui crépitent aux bulles de la bande dessinée, il n'y a qu'un pas que nous franchirons à la fin de cette Isère Mag avec 2 expositions à Grenoble qui mettent le 9e art à l'honneur. Bonjour Julien Paula. Bonjour Marie-Caroline. Merci de nous accueillir ici à Voiron. Alors on a l'impression que c'est un petit peu le jour de la marmotte. Les années se suivent et se ressemblent. Cette année encore, le budget de l'État a été voté très tard et cette année encore, le département a choisi de voter avant de connaître ce budget de l'État, de le voter en décembre. Pourquoi ? Parce que certes, ce n'est pas confortable de voter notre budget tant que celui de l'État n'est pas encore connu, puisque l'essentiel de nos recettes, toutes nos recettes aujourd'hui proviennent de dotations que l'État nous verse, donc on vote le budget avec des incertitudes, mais le département a un budget qui a une incidence sur celui des collectivités qui sont derrière nous, les communes et les intercommunalités notamment, et on voulait leur donner de la visibilité dans une période où elles aussi en ont besoin, a fortiori dans cette année électorale qui fait que les équipes municipales avaient besoin d'avoir des tenants et aboutissants pour pouvoir boucler leur propre budget. Donc voilà, on a fait acte de responsabilité, mais ce n'était pas forcément facile. Ce budget, il est plutôt en hausse ou en baisse par rapport à 2025 ? Alors, si je devais qualifier les choses, je dirais qu'on a des dépenses qui sont en hausse et des recettes qui sont en baisse. Donc une situation qui est difficile, dans la mesure où le département est confronté à des difficultés multiples. Nous n'avons plus aucune marge de manœuvre pour ce qui concerne nos recettes. Nous ne percevons plus aucun impôt direct des habitants, à l'exception des droits de mutation à titre onéreux, les frais de notaire, qui sont corrélés à la dynamique du marché immobilier. Pour tout le reste, ce sont des dotations que l'État nous verse. Donc quand on prépare notre budget, on évalue, on essaye d'estimer ce que seront nos recettes, et en fait, on ne peut travailler que sur la maîtrise de nos dépenses. Donc c'est une situation qui est assez difficile à ce titre-là, et on a un exercice qui nous a conduit à avoir des choix difficiles, mais néanmoins, nous avons fait le choix de l'action, le choix de l'ambition et de la volonté. Ce budget, il se monte à quelle somme ? Alors c'est un budget de 1,7 milliard d'euros, au sein duquel 1 milliard sont consacrés aux solidarités. C'est la compétence phare du département. Donc quand on parle des solidarités, on parle des budgets consacrés à la famille et à l'enfance en danger, des budgets qui sont consacrés au vieillissement, aux seniors, aux budgets qui sont consacrés aux personnes handicapées et à la cohésion sociale, notamment le RSA, qui est une responsabilité du département. Et quand on parle de la famille, de la jeunesse, il y a évidemment toujours le repas à 2 € pour les collégiens. C'est un invariant, c'était un engagement fort de la majorité départementale conduite par Jean-Pierre Barbier, c'était quelque chose qu'il avait porté avec beaucoup d'engagement, donc c'est une promesse que nous avons tenue et que nous maintenons bien vivante dans les collèges, à la fois parce que c'est un enjeu de pouvoir d'achat pour les familles, mais c'est aussi derrière un engagement de qualité pour les repas produits aux enfants, puisqu'on s'appuie beaucoup sur les filières agricoles locales et on a à peu près 50% de ce qu'il y a dans les repas des enfants qui est bio ou issu des productions locales. On ne peut pas dire que ce soit un budget d'austérité, comme ça peut être le cas dans d'autres départements, mais vous êtes prudent. En fait, ce n'est pas un budget d'austérité dans la mesure où nous répondons à l'essentiel des besoins en matière de solidarité. Je vous disais, c'est 1 milliard sur 1,7 milliard et c'est plus de 30 millions supplémentaires en 2026 par rapport à 2025. Et nous arrivons à assumer cette part d'engagement parce que la population vieillit, parce qu'il y a des reconnaissances plus larges des handicaps qu'auparavant, parce que malheureusement, il y a une partie de l'enfance qui est confrontée à des grosses difficultés auxquelles on se doit de répondre, et puis parce que la dégradation du contexte économique a un impact sur l'emploi, donc sur la cohésion sociale. Et donc on répond, on est au rendez-vous de ces besoins-là. On garde de l'ambition sur notre investissement, on va peut-être en parler, mais c'est encore 375 millions d'euros, donc on sera la collectivité de toutes qui investit le plus dans notre périmètre géographique, mais on est obligé de faire attention au quotidien, parce que c'est ce qu'on fait depuis des années, et c'est parce que nous avons été prudents dans les dépenses au moment où il y avait de l'argent,
et où certains nous reprochaient de ne pas dépenser assez, que nous avons conservé les marges de manœuvre qui nous permettent aujourd'hui de ne pas être en carence. Il y a des départements comme celui de la Gironde qui se retrouvent mis sous tutelle parce qu'ils ont dépensé à l'époque où ils se disaient oh, ben, on a de l'argent autant qu'on le dépense, sauf que quand il n'y a plus d'argent, eh ben, ils sont complètement secs, là où nous on reste en liberté de faire des choix. Le département investit pour l'avenir, mais pour cela, il faut avoir recours à l'emprunt cette année encore ? Absolument, cette année on aura recours à un emprunt qui est plus élevé que celui de l'année dernière, alors même qu'il y a 2 ans nous n'avions pas emprunté. Parce qu'évidemment, comme je vous le disais, si les dépenses augmentent plus vite que les recettes, le seul moyen à un moment donné de faire face à nos engagements, c'est de recourir à l'emprunt. Alors la situation qui est favorable, c'est que comme le département avait un emprunt qui était quasiment insignifiant, on reste avec une capacité de désendettement inférieure à 3 ans, donc on ne fait pas porter de charges irresponsables sur les générations futures, on est en totale maîtrise de nos finances, mais néanmoins il faut qu'on soit prudent, parce que si dans les années qui viennent la situation devait se répéter, il va falloir qu'on soit extrêmement exigeant dans la maîtrise de nos dépenses publiques. Notre président Jean-Pierre Barbier nous dit toujours « gérer l'argent du département comme un ménage gérerait son propre argent avec le même degré d'exigence et d'attention ». Et il faut être très exigeant pour ce budget. Merci beaucoup Julien Paula, vous l'êtes. L'un des budgets, les postes les plus importants dans le budget, c'est celui des routes. On a vu quelques catastrophes naturelles ces dernières années. Ça peut se reproduire, alors catastrophe naturelle ou pas, puisque le pont de Brignoud doit être reconstruit. Il avait été touché par un incendie volontaire en avril 2022. La livraison des matériaux a commencé il y a quelques mois parce qu'on reconstruit un nouveau pont de Brignoud. Alors il y a bien sûr plusieurs travaux à faire. Il y a le montage de la charpente qui va durer jusqu'à l'été. Et puis il y a une passerelle mode actif qui va être construite sur l'ancien pont. Mais ça va durer encore plus longtemps. Mais pour le nouveau pont, c'est cadeau de Noël. Cadeau de Noël, disons que personne n'avait appelé de ses voeux à la base qu'on soit contraint de dépenser plus de 15 millions d'euros sur ce projet. Il sera ouvert, mais il sera ouvert. Parce que décembre. Voilà, pour décembre, parce que le département, là aussi, a fait face à ses responsabilités. Ça a été un sinistre criminel qui a occasionné tout ça. Moi, ça me refait penser à l'affaire de l'effondrement du pont du Chambon, le tunnel du Chambon, pardon. La route du tunnel du Chambon, quand il s'était effondré, c'était une catastrophe naturelle. Ça enclavait des populations. Le département avait ouvert une route provisoire qui a été confortée comme étant une voie verte, et puis le tunnel a rouvert. Vous voyez, l'accident qui s'est produit sur l'éboulement de la carrière de la rivière, c'est quelque chose qui était inattendu. On s'en empare et on sait que ça va nous coûter cher pour restaurer la route départementale. Et oui, on est dans une période où on doit faire face à des aléas, des choses inattendues comme celle-ci. Mais vous voyez que les choses sont faites avec de l'ambition, dans le respect d'un calendrier le plus exigeant possible, en concertation avec les acteurs locaux aussi pour trouver les meilleures solutions. Et pour se dire, il faut trouver les moyens de dégager une opportunité face à une épreuve. C'est le cas ici sur le pont de Brignoud. Merci encore Julien Paula. Je vous propose justement à ce sujet de voir le reportage d'Alexandre Martinez qui s'était rendu sur ce chantier il y a quelques mois. On est pour une livraison décembre 2026 que l'on confirme aujourd'hui. Nous sommes seuls à financer cet ouvrage. Ce sera 26 millions d'euros que nous mettrons sur cette liaison intermodale, puisque j'insiste sur le fait que ce pont est fait bien sûr pour tout véhicule roulant, mais surtout pour préserver l'avenir, puisque nous construisons cet ouvrage, ce pont, pour les 80 ans à venir. L'ouvrage, c'est donc un pont mixte, un pont de type bowstring, donc avec une arche métallique et un tablier en béton armé. Donc un ouvrage qui fera à peu près 120 mètres de longueur, une vingtaine de mètres de largeur et avec des arcs qui ont une hauteur d'environ 20 mètres. Et globalement, l'ensemble de la structure fera plus de 2000 tonnes. Pour pouvoir mettre l'ouvrage en place, il est nécessaire d'avoir une plateforme aménagée provisoirement dans le lit de la rivière. Et donc pour aménager cette plateforme, il faut que l'hiver soit en période d'étiage, donc avec un débit très réduit. Et cette période-là, normalement, en termes de probabilité, elle se situe à la fin de l'été. Donc il faut qu'on profite de cette période-là pour pouvoir mettre en place l'ouvrage dans un temps qui sera très réduit, puisque c'est une manipulation qui devra durer au maximum une quinzaine de jours. On a un planning qui est aujourd'hui très serré, donc avec des périodes très contraintes, et il faut absolument qu'on reste dans l'organisation aujourd'hui qui est prévue pour pouvoir intervenir
sur la période propice. Parmi les compétences du département, il y a également l'éducation avec la gestion des collèges, compétence obligatoire qui s'allie à une compétence volontaire de santé publique. Pour allier les deux, le département s'est engagé depuis quelques années dans la vaccination des plus jeunes. Il poursuit en 2026 sa campagne de vaccination contre les papillomavirus humains dans les collèges pour les 11-14 ans, avec pour objectif de toucher 4500 élèves cette année. Filles comme garçons, moins vaccinés au niveau national et pourtant tout autant exposés. Mais la nouveauté cette année, c'est l'option supplémentaire du vaccin contre les méningocoques ACWY, responsables de méningite grave, qui peuvent être administrés en même temps que la vaccination HPV. Puisque nous nous trouvons pour cette émission à l'hôtel du département, nous avons décidé d'en profiter pour faire un petit point sur les vastes travaux de rénovation qui se sont achevés il y a quelques mois. Et j'ai à côté de moi Sophie Pro, vous êtes directrice des constructions et de l'environnement de travail. Tout d'abord, bonjour, ce bâtiment il a l'air flambant neuf maintenant, mais sa première construction, elle date pas d'hier. Effectivement, puisque les premières ailes du bâtiment datent de la fin des années 70. Puis il y a eu des extensions à la fin des années 80 et encore à la fin des années 90. Donc un bâtiment qui s'est construit au fur et à mesure des besoins du département. Et puis ce bâtiment, évidemment, il était vieillissant, il y avait besoin de faire de gros travaux. On le voit là, il brille sous le soleil, c'est vraiment très joli, mais c'est pas juste pour faire beau. Et non, la première préoccupation, c'était d'améliorer effectivement le confort des occupants, mais aussi d'améliorer les consommations énergétiques de ce bâtiment qui connaissait quand même pas mal de déperditions et un inconfort certain en hiver, mais aussi en été. Et donc l'isolation par l'extérieur s'est naturellement imposée. D'autant que le département a lancé un grand plan de rénovation thermique de ces bâtiments depuis 2015. Et dans le cadre de sa stratégie ZER durable, nous avons fait le choix de rendre cette opération assez emblématique de ce grand plan de rénovation thermique. Et puis de par sa rénovation, on le voit, ça donne un look beaucoup plus moderne au bâtiment. Effectivement, ce bâtiment avait un côté un petit peu vieillissant et le fait de traiter l'isolation par l'extérieur a permis de lui redonner un caractère plus moderne en utilisant des vêtures en aluminium clair, avec le contraste des autres éléments de couleur foncée. Voilà, ça redonne un look plus moderne à ce bâtiment. C'est plus agréable de travailler aussi ici. Effectivement, alors j'ai personnellement pas la chance de travailler sur ce site, mais les collègues sont très satisfaits à la fois par l'amélioration du confort thermique évident, mais aussi par le caractère plus moderne et plus agréable de ce bâtiment, effectivement. Alors les travaux ont duré plusieurs mois et ça a pris aussi une enveloppe financière importante. Effectivement, nous sommes sur une opération à 17 millions d'euros avec un soutien de l'État pour 2,5 millions dans le cadre du plan France Relance. Donc voilà, ce qui a permis aussi de diminuer la facture. Et puis surtout, on compte sur les économies d'énergie puisqu'on a atteint notre cible qui était de réaliser 45% d'économie d'énergie sur les consommations. Donc l'objectif est atteint. On a pu vérifier avec une saison complète de chauffe. Voilà, donc nous sommes très satisfaits à la fois du visuel, mais aussi de l'objectif qui a été atteint en termes de consommation d'énergie. Et vous en avez aussi profité, Sophie, pour refaire des aménagements extérieurs? Tout à fait. On en voit quelques exemples ici, mais on va aller voir de l'autre côté où c'est plus important. Volontiers. Ce bâtiment, il n'était pas fermé, en tout cas son accès n'était pas fermé. On pouvait rentrer un peu, pas comme dans un moulin, mais en tout cas on pouvait avoir accès à la cour et aux espaces extérieurs. Et dans le cadre de cette rénovation, il a été décidé de fermer. Exactement, dans un souci de cohérence aussi avec la façade refaite, on en a profité pour traiter les espaces extérieurs avec un premier objectif de sécuriser le site en effet,
Voilà, il arrive qu'il y ait des manifestations et pour renforcer la sécurité, donc on a installé un portail coulissant ici et un autre en bas des escaliers, ce qui permet de sécuriser l'ensemble du site avec un contrôle d'accès par badge, quelques caméras extérieures également pour renforcer la sécurité de nos agents évidemment et du bâtiment. On a aussi souhaité améliorer la visibilité de l'entrée du bâtiment et donc voilà, on a retravaillé cet espace, ce qui permet aux usagers d'avoir une vue directement sur l'entrée et de repérer plus facilement l'entrée du bâtiment. Alors on se trouve ici dans votre petit jardin. Effectivement, tout comme on a organisé l'aménagement de cours oasis pour nos collèges, pour apporter un peu de fraîcheur, on a souhaité, à l'échelle du bâtiment, également faire un petit îlot de fraîcheur en améliorant la végétalisation qui était déjà existante, mais un petit peu superflue. Là, on a replanté plusieurs types de végétaux qui s'adaptent aussi aux évolutions climatiques et qui sont plus résistantes. On a éclairci effectivement aussi le revêtement, tout ça pour améliorer encore une fois le confort à l'intérieur du bâtiment également, et puis redonner une autre fonction à cet espace puisqu'on pourra y organiser des événements extérieurs, voilà, des petites réceptions. Donc on optimise les espaces intérieurs et extérieurs du bâtiment avec un espace aussi de convivialité pour les collègues qui peuvent venir faire une petite pause en extérieur sous l'ombre du bâtiment et des arbres. Quand ils auront poussé. Quand ils auront poussé, effectivement. On est rentré se réchauffer parce qu'on est quand même toujours en hiver. Donc on est très bien dans ce hall, on est très bien accueillis. Le rez-de-chaussée a également été réhabilité. Effectivement, on a souhaité aussi redonner une image un petit peu plus moderne de notre accueil notamment, mais aussi des espaces devant l'hémicycle, en changeant le plafond, en repeignant les murs de façon plus claire, plus lumineuse, ce qui rend un lieu d'accueil plus agréable aussi pour nos usagers isérois. Les salles de réunion sont aussi plus confortables, mieux éclairées, plus lumineuses. Et oui, ce qui favorise la productivité de travail, effectivement. C'est vrai que parfois les réunions, c'est pas toujours facile. Je confirme. Merci Sophie, je vais vous laisser retourner à votre travail. Je ne sais pas si vous avez des réunions prévues. En tout cas, merci de nous avoir accueillis. Merci à vous, bonne journée. On ne change pas vraiment de sujet, il va encore être question d'aménagement et d'urbanisme puisque je vous propose à présent de nous rendre de l'autre côté de la place de Verdun dans les locaux du CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de l'Isère. Vous ne savez peut-être pas de quoi il s'agit, alors on va vous montrer tout ça avec son directeur Jacques-Henri. Bonjour Jacques-Henri, vous êtes donc le directeur du CAUE. C'est une structure qui n'existe pas dans tous les départements. Bonjour, effectivement, les CAUE sont des associations de services publics chargées de promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère. La loi de 1977 sur l'architecture a donné la possibilité aux départements de créer un CAUE sur leur territoire et le département de l'Isère a choisi de façon volontariste de créer un CAUE en Isère et nous soutient depuis 1979 et on leur remercie fortement, sachant que ce soutien financier est possible pour le département via une taxe sur les permis de construire. Alors, quelles sont les missions du CAUE ? Alors, on a 3 grandes missions. La première grande mission, c'est l'appui aux élus et aux collectivités locales. Donc, on vient en appui aux élus pour définir leurs projets, leur permettre de concevoir, que ce soit un projet d'équipement public, un réaménagement de places ou d'équipements publics, une opération d'urbanisme. Et on apporte un conseil de façon à voir les atouts et les contraintes du site, quels sont les aider à rassembler les besoins des habitants,
et aussi de voir en fonction de leurs moyens, y compris financiers. Et après ça, de passer de l'idée au projet en allant chercher les bons professionnels, les bons outils, les bonnes procédures. Et vous avez également un rôle auprès des particuliers. Tout à fait. Chaque Isérois peut bénéficier d'un conseil gratuit sous forme d'un rendez-vous avec un architecte d'une durée d'1 à 2 heures, de façon à partir de son logement, de sa maison, pouvoir voir quels sont les atouts et les contraintes de la maison, du site, et imaginer qu'est-ce qui pourrait être fait et où aller chercher, là aussi, les bons appuis et les bonnes façons de faire un projet qui permette de valoriser le bien, y compris en l'intégrant dans le cadre de vie locale. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des travaux, des idées que vous avez pu apporter auprès de certaines communes ? Alors, je vais donner 4 exemples. Le premier, c'est Entre-Deux-Guiers, la réalisation d'une halle pour accueillir le marché au centre du village. Le deuxième, c'est Saint-Barthélemy de Séchilienne pour recomposer les équipements publics, réhabiliter la mairie après les réaménagements qui étaient nécessaires après l'abandon de l'île Falcon. Le troisième à Revel-Tourdan, donc un secteur très patrimonial, à forte valeur patrimoniale et paysagère, donc le réaménagement des espaces publics. Et puis un quatrième exemple, l'accompagnement auprès de la ville et du département pour réhabiliter la Tour Perret. Ah, pas mal, la Tour Perret, on en parle souvent et on est très content qu'elle rouvre très, très bientôt. Je reviens un petit peu en arrière. Vous nous aviez parlé de 3 missions, je crois qu'il en manque une. Tout à fait. C'est la mission de sensibilisation et d'information. Et donc, nous organisons des expositions, des visites d'opérations, des conférences, et puis aussi des animations scolaires. Et par exemple, on a fait toute une série d'animations autour de la Tour Perret. Ça s'appelait La Tour Perret se raconte. Et avec un partenariat avec l'ENA et la ville de Grenoble, avec un cahier d'activités que les petits Grenoblois et Isérois peuvent utiliser pour découvrir les richesses de cette opération. Merci beaucoup, Jacques-Henri. Nous sommes de retour au département en matière de nourriture comme d'urbanisme. Le territoire de l'Isère est si varié qu'il vaut bien d'en faire tout un fromage. Lucille Day s'est rendue à Montferrat dans un établissement qui cultive l'amour des bonnes choses et nous le fait partager. Un savoir-faire reconnu au niveau mondial. Fermez les yeux une seconde, imaginez une cascade de fromage fondu. Elle trône, là comme au milieu de ses sujets. Celle qui dirige désormais le royaume des raclettes, championne du monde au lait de biquette, la Baudet pose sous le grill comme une reine porte sa couronne. C'est la plus belle, parce qu'on est champion du monde, mais d'un concours qui s'est passé chez les Suisses. Donc on a détrôné les Suisses quand même. Et s'il vous plaît, le seul titre français, toutes catégories confondues. Et on ne s'arrête pas là. Le bronze de la meilleure fondue savoyarde de France complète le tableau des médailles. La fromagerie Baudet ne cesse de grimper sur l'échelle de la fierté locale. Mais ici, à Montferrat, on ne prend pas la grosse tête, on savoure humblement avec le sourire. Des jours, on ne réalise pas encore. Mais pour nous, c'était la reconnaissance de notre travail et puis également pour toute l'équipe avec qui on travaille, avec qui on partage nos journées. Des journées longues pour répondre à chacun des clients qui se pressent davantage depuis le titre mondial. Mais chez Baudet, on a de l'expérience. La 4e génération de cette entreprise familiale porte un flambeau allumé en Valdaine il y a plus d'1 siècle. C'est donc mon arrière-grand-père qui est arrivé à Montferrat après la guerre, qui a trouvé que c'était un endroit où il y avait du lait et il a monté sa fromagerie. On fabriquait à la base essentiellement des produits italiens. Ensuite, il a transmis l'entreprise à mon grand-père et ensuite, du coup, à mon papa et à ma tante. Du coup, mon papa, en fait, était fromager et à Montferrat, on a arrêté la fabrication en 1990 pour rester indépendant et on s'est spécialisé dans l'affinage des fromages. Des fromages du Dauphiné, en première ligne, le produit star, c'est celui des producteurs locaux, de la montagne ou de la plaine. Ils portent l'Isère sur le devant de la scène. Baudet se charge, en arrière-boutique, d'en révéler le meilleur. Le fromage, ça ne se fabrique pas et ça se vend le lendemain. Il y a vraiment toute une histoire derrière. Il y a une fabrication, un affinage. Et puis c'est vivant, chaque fromage ne se ressemble pas. Donc c'est vraiment atypique. Atypique dans la modernité. J'aime beaucoup la thermofleur. J'aime bien la thermofleur. Atypique dans la tradition. Une super fromagerie où je prends souvent ma crème quand je fais mon boudin. Ici, l'Isère, dans ce qu'elle a de plus typique, n'a pas fini de surprendre.
Après le réconfort, l'effort pour faire fondre les calories fromagères de l'Isère, il est temps de vous inscrire à la prochaine course de la Résistance qui aura lieu, comme son nom l'indique, le 8 mai. Cette année, c'est le territoire de la Bièvre entre les Champs-Barans et la basse vallée de l'Isère qui ont été choisis pour accueillir cet événement à la fois sportif et mémoriel. La Côte-Saint-André accueillera le village des animations. Viréville, La Frette, Saint-Siméon de Bressieux et Tullin seront les autres lieux emblématiques de la Résistance mis en lumière. Au programme, une course nature de 8 km ou un trail de 36 km, 3 parcours cyclo, des courses enfants et des randonnées. Pour participer, rendez-vous sur coursesdelarésistance.fr. La bande dessinée fait de la résistance en ce moment à Grenoble avec 2 événements qui vont vous donner envie de buller. Le musée de Grenoble, soutenu par le département de l'Isère, présente une grande rétrospective consacrée au 9e art. Ce n'est pas un hasard. C'est le premier musée de France à avoir introduit dans ses collections des planches originales. C'était dans les années 1970. Pour l'heure, voyez le reportage d'Alexandre Martinez. Des planches du Marsupilami à Bécassine en passant par le chat de Philippe Geluck. C'est toute l'histoire de la BD qui déboule à Grenoble. L'exposition Épopée graphique présente plus de 400 planches originales tirées de la collection du chef d'entreprise Michel-Édouard Leclerc. Je suis très fier d'être à Grenoble, qui est un des plus beaux musées français. Je ne sais pas si les Grenoblois s'en rendent compte. Il n'y avait pas de politique publique de soutien aux auteurs. Et donc c'est en tant que militant que j'ai été ramasser des planches, acheter des planches pour constituer un fonds. Parce que souvent, ces planches finissaient pourries, c'était du papier, ce n'était pas suffisamment préservé. Le maire de Grenoble et puis Sébastien Gocalp et les équipes du musée m'ont demandé de faire une méga exposition ici. Donc je leur ai donné carte blanche pour ouvrir ma collection. Ils ont trouvé des œuvres comme par exemple cette œuvre de Sampé. C'est marrant parce que ça date des années 70, mais c'est très symptomatique de notre société française. 2 groupes un peu radicalisés. Les 2, en fait, demandent d'être aimés, disent qu'ils veulent de l'amour pour la société française, mais au milieu, il n'y a personne dans le sentier de l'amour. Voilà, c'est un petit dessin qui dit plein de choses philosophiquement, politiquement. Il faut savoir que la bande dessinée, ce n'est pas simplement un jouet, un jeu pédagogique, même pour adolescents. C'est vraiment un art complet. Et j'ai voulu valoriser ça. C'est à la fois un pari, parce que c'est effectivement rare et qu'on n'attend pas ça au musée. Et en même temps, c'est un grand plaisir, parce que la BD, c'est source de joie très souvent. Ça parle à tout le monde. Alors, l'exposition est partie d'une rencontre avec Michel-Édouard Leclerc, qui est collectionneur passionné. C'est une des plus belles collections au monde. Et puis, le fait que Grenoble ait été la première ville à collectionner et à exposer la bande dessinée. Finalement, c'est un art qui est reconnu comme un art, mais qui n'a pas encore franchi toutes les portes de tous les musées, on va dire. Pour attirer le public, j'ai acheté plutôt des planches qui sont très visuelles parce qu'elles ne sont pas là dans un livre, elles sont au mur. Et donc s'il y a trop de texte, quand bien même le texte est intelligent et très intéressant et n'est pas dissociable, pour accrocher l'intérêt, je dois reconnaître que j'ai privilégié l'aspect accrochage, l'aspect visuel des planches. Programmée jusqu'au 19 avril 2026, l'exposition vivra au rythme d'intervention tout au long de la saison, au musée bien sûr, mais aussi dans les bibliothèques et les cinémas de toute l'agglomération grenobloise. On reste dans les bulles avec un autre grand collectionneur de bandes dessinées grenoblois, Jacques Glénat. Grâce à une collaboration unique au monde avec le groupe Walt Disney, la fondation Glénat met en lumière en ce moment l'histoire d'un personnage qui a bercé notre enfance et continue de nous amuser. Mickey, tout a commencé par une souris, de la naissance dans les dessins animés à des aventures plus contemporaines reprises par des auteurs de bandes dessinées français. Vous saurez tout de la petite souris la plus célèbre du monde, avec encore des planches originales et des objets parfois insolites qui ponctuent le parcours. Mickey, un nom qui ne vous est sûrement pas inconnu, le Fonds Glénat lui consacre une exposition au couvent Sainte-Cécile jusqu'au 18 avril. Mais que fait ce personnage mondialement connu à Grenoble ?
Vous êtes ici au siège social de la maison d'édition Glénat et Jacques Glénat, le fondateur, quand il était petit, sa grand-mère l'avait abonné au journal de Mickey. Donc ce personnage-là a rythmé aussi son enfance, ça lui a donné envie de faire de la bande dessinée et donc quand il a monté sa maison d'édition, il a eu à cœur en effet de nouer un partenariat ou un lien avec la Disney Company, ce qui a été fait dans les années 2000 d'abord avec la publication des intégrales de Mickey, Donald, de Picsou. Donc on est pour la France en tout cas l'éditeur de ces intégrales-là qu'on peut retrouver en librairie. Sur place, 3 espaces distincts, le cinéma, les objets dérivés et le papier, avec des pièces venant à 90% de collections privées, pour certaines exposées pour la première fois. En plus du coup d'avoir ce côté inédit vraiment du storyboard, en tout cas de la technique du dessin animé, on a aussi ce côté inédit de la présentation au public. Et vous avez donc tous ces petits croquis aussi qui arrivent. Alors ça, avec ça, vous êtes vraiment à l'origine de l'industrie de Walt Disney. Et c'est ça qui va lancer finalement tous les dessins animés Mickey. C'est de là que ça part, véritablement. Un lieu qui a de quoi remémorer des souvenirs. Mickey, c'est l'enfance aussi, le jeu, la découverte, les personnages un peu extraordinaires. Pluto qui était complètement à côté de la plaque et Mickey qui était toujours très, qui savait toujours tout sur tout et que l'autre était toujours complètement ahuri et ça me plaisait beaucoup quand j'étais petite. Voilà, quand je lisais le journal de Mickey. Mais je pense beaucoup à Donald aussi et c'est ça qui m'a ramené beaucoup en enfance. Don Rosa et Karl Barks, ils ont des dessins de fous, ils font hyper attention aux détails. Plusieurs générations réunies et un point commun, tout le monde rigole devant Mickey. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Les éditions Glénat ont publié fin 2025 une collection sur les âges d'or de Mickey avec ses 2 copains, Donald et Picsou. Ne manquez pas non plus l'exposition Amour fou à la Villa Médicis au musée Hébert à la Tronche. Elle est consacrée à Gabrielle Hébert, la femme du peintre Ernest, qui ne l'a peignie que 2 fois. Mais c'est le travail photographique de Gabrielle qui nous intéresse et qui est mis en avant ici. Des portraits, des nus, des paysages ou des scènes de groupe réalisées pendant que son mari était directeur de la Villa Médicis à Rome. Une exposition présentée précédemment au musée d'Orsay et que vous pourrez donc voir en Isère jusqu'au 31 mai, avant peut-être un retour après le remodelage du musée prévu d'ici 2030. Isermag, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous aura fait découvrir les actions du département et vous aura donné envie de voir nos beaux paysages. Retrouvez toutes ces infos et plus encore dans le magazine papier et bien sûr sur le site internet isère.fr. En attendant de vous retrouver, je vous dis à très bientôt.